Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 60e analyse consacrée à Hell in a Cell 2016. Voilà, donc je risque d'être encore une fois, tout comme le Hell in a Cell 2015, très critique, je l'ai détesté. Pour moi c'est un des pires pay-per-view que j'ai jamais analysé sur les 60, il est à la place numéro 58 je crois, ou 57. Bref, je vais pas perdre plus de temps que ça. On va directement commencer avec le premier match qui était le Hell in a Cell match qui opposait Roman Reigns à Rusev pour le titre des États-Unis. Donc j'ai marqué déjà que le match était trop lent, il n'y avait que des projections contre la cage et contre les escaliers, et à côté de ça, les prises ne s'enchaînaient, mais alors pas du tout, c'était une prise plus une prise plus une prise, mais pas une prise qui débouche sur une autre prise. Vraiment c'était c'était pas du tout structuré justement, il y en avait justement une prise, puis un temps d'adaptation pour que les catcheurs se relèvent, plus une autre prise, enfin c'était très lent, très lourd. J'ai marqué au fait, c'était même le fait qu'il y ait des projections contre la cage et contre les escaliers, c'était même pas brutal, c'était juste chiant. Voilà, ça c'est mon point. Ensuite j'ai marqué que le match devenait intéressant seulement quand Rusev va sortir le kendo stick, puis attaquer Roman Reigns avec, donc en portant notamment plusieurs coups lorsque Roman Reigns était bloqué contre les cordes. J'ai marqué le problème dans ce genre de match là, c'est que le match dure 30 minutes, je pense que c'est le plus long, si je dis pas de bêtises. Et que c'est beaucoup trop long justement pour deux catcheurs qui sont limités techniquement, on le voit très clairement dans ce type de match là. Même Rusev qui est plutôt un catcheur complet normalement est totalement limité dans ce match là, et Roman Reigns je n'en parle pas. J'ai marqué pas fan du finish non plus, Rusev qui perd trop facilement après un spear alors qu'il domine tout le match. Bref, j'ai pas du tout aimé, c'est pour ça que j'ai mis la note de 5,5 sur 10. Deuxième match, Dana Brooke affrontait Bayley. Alors j'ai marqué, le match est beaucoup trop court à l'inverse du premier. Il est plus rythmé que le match précédent, mais il y a totalement rien à dire. On a le temps de voir rien du tout. Il y a rien qui se passe. Hormis une victoire de Bayley, je peux vous dire quoi? Que le match est un petit peu plus rythmé, que là, au contraire du premier match, c'était pas coup sur coup. Il y avait quand même quelque chose qui restait assez fluide, au contraire du premier match, comme je l'ai dit. Mais victoire de Bayley sans plus, donc... je me suis fait chier, donc j'ai mis la note de 4 sur 10. Troisième match, le club affrontait Soft. Encore une fois, le match est beaucoup trop court. Vous voulez que je vous dise quoi? Le Rusev Reigns a pris totalement le temps des 2 et 3e matchs. Donc on voit rien. Le match dure 6 minutes 30, pardon. Il n'est pas dégueulasse, mais encore une fois, on voit pas grand chose. C'est un match qui pourrait se dérouler à Raw. J'ai détesté. Pour moi, il n'y a que 2 points positifs. C'est la séquence de Big Cass qui parvient à dominer pendant 1-2 bonnes minutes le club à lui tout seul. Et puis la victoire du club qui arrive quand même un petit peu à les recrédibiliser. Et puis encore, c'est juste une victoire. Si on regarde le match, en fait, ils se sont fait dominer tout le long. Donc encore une fois, je suis pas sûr qu'ils soient à nouveau crédibles. D'ailleurs, ils l'ont jamais vraiment été. Mais c'est quand même une victoire pour le club qui ne peut que leur faire du bien. Puis j'ai marqué quand même que le finish, encore une fois, est détestable. J'ai encore mis une fois la note de 5,5 sur 10. Quatrième match, Kevin Owens défendait son titre universel contre Seth Rollins dans le deuxième Hell in a Cell match de la soirée. J'ai marqué que c'était le match de la soirée pour moi. Il est très bon. Il n'est pas parfait, mais il est très bon. J'ai marqué, alors la projection de Rollins dans la cage était magnifique, donc au bout d'un moment Kevin Owens va vraiment l'envoyer dans la cage depuis le ring. Et là, cette Rollins dans toute sa splendeur, elle seule à faire un peu encore ses projections en dehors du ring, sans qu'il y ait trop de casse en fait. Même Dean Ambrose n'y arrive plus sans que ce soit dangereux. Seth Rollins l'a fait magnifiquement bien. Puis aussi on peut parler de la powerbomb de Seth Rollins sur les 2 tables à l'extérieur du ring. Voilà, le spot de la soirée, c'était juste magnifique. J'ai marqué aussi ce qui était bon, l'intervention géniale de Chris Jericho qui court comme un malade pour revenir dans la cage, étant donné que Kevin Owens, comme un idiot, va utiliser l'extincteur contre l'arbitre. C'est un petit peu maladroit, mais ça m'a fait rire. Et puis j'ai marqué le finish est très bizarre avec une victoire de Kevin Owens, mais sans controverse. On a juste la controverse du fait que ça se transforme en 2 contre 1 dans un match handicap plus qu'un match 1 contre 1 entre Kevin Owens et Seth Rollins avec l'intervention de Chris Jericho. Mais en fait Kevin Owens va juste réussir à battre finalement Rollins avec l'aide de Chris Jericho, mais sans plus. Je m'attendais à ce que Triple H intervienne, mais finalement pas, donc un petit peu déçu quand même. Seth Rollins, encore une fois, n'est pas décrédibilisé suite à cette victoire, suite à cette défaite, suite à cette victoire de Kevin Owens, dans le sens où il aurait dû encore une fois gagner le match si l'arbitre n'était pas absent. Et puis j'ai marqué l'après-match un code breaker donc sur Seth Rollins pour amorcer une rivalité entre les deux. Donc je pense que ce soit au Survivor Series ou plutôt à Roadblock qu'on aura une rivalité entre Jericho et Rollins, et j'ai marqué que ça méritait totalement un 9 sur 10. Cinquième match, Brian Kendrick affrontait TJ Perkins, donc qui défendait son titre Cruiserweight. Alors j'ai marqué le match est pas ouf,
pour la division Cruiserweight, on voit beaucoup mieux. Mais le match est pas mauvais non plus. J'ai marqué, alors j'ai pas regardé le pré-show avec une victoire des Faces dans le match Six-Man Tag Team Match. Mais Brian Kendrick est quand même en dessous de la division Cruiserweight, même si je l'apprécie beaucoup. Quand on voit Cedric Alexander, même Sin Cara quand il botche pas, et encore une fois, Tony Nese, voilà, qui est juste excellent pour moi. Et qu'on voit Brian Kendrick, alors Kendrick est très bon, il nous habitue à beaucoup quand il était en équipe avec Paul London, mais il est un cran en dessous de la division Cruiserweight, et ça s'en ressent. Mais le problème, c'est que Kendrick n'est pas là pour amener un plus niveau in-ring, mais un plus niveau expérience. Et c'est ça qui fait du bien à la division Cruiserweight, c'est que Kendrick est, on va dire, le taulier de la division maintenant. Et il est là pour le faire ressentir. Mais je ne m'attendais pas à une victoire de Kendrick qui remporte donc le titre Cruiserweight. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je suis choqué. Donc Kendrick va simuler une blessure. Puis va avoir, entre guillemets, après cette ruse, TJ Perkins. Puis il va lui porter sa prise de soumission. Et TJ Perkins va taper. Je suis très heureux pour lui. Vraiment, j'adore Brian Kendrick. Ça lui fait du bien de remporter. Je crois que c'est son premier titre en solo. Mais je pense qu'il est là pour, comme je l'ai dit, pour remonter en termes d'expérience et en termes de crédibilité la division Cruiserweight. Mais qu'au niveau in-ring, quelqu'un va devoir lui prendre son titre très rapidement. Pourquoi pas Perkins dans le prochain pay-per-view. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. J'ai juste marqué côté négatif. Le public s'en contrefout de cette division. C'est vraiment dommage. Donc j'ai quand même mis la note de 7 sur 10. Avant-dernier match, les New Day défendaient leur titre par équipe qu'ils ont depuis 434 jours. Petit big up à CM Punk contre Cesaro et Sheamus. J'ai marqué que le match était classique, mais pas mauvais, mais pas ouf non plus. Il est vraiment entre les deux, un peu comme le Kendrick Perkins. Pour moi, ils se valent un peu les deux. J'ai marqué Cesaro et Sheamus dominent une partie du match et que j'ai adoré le finish avec la victoire de Cesaro et Sheamus par disqualification. Pourquoi? Parce que vous êtes habitués pourtant que je déteste les matchs qui se terminent par une disqualification. Mais là, ce que j'ai bien aimé, c'est que on a déjà une partie où Cesaro va porter sa prise de soumission sur Xavier Woods. Et Sheamus va essayer de faire et d'ailleurs durant tout le match il le fait, le ménage à l'extérieur du ring. Donc il va empêcher Big E de casser la prise de soumission. Puis il va essayer d'attaquer Kingston. Et Kingston justement va l'éviter. Et va attaquer Sheamus. Et donc disqualifier son équipe. Ce qui va leur permettre de conserver les titres. Mais à côté de ça on a Xavier Woods qui tape au même moment. Et donc Cesaro croit qu'il a gagné le match. J'étais sûr qu'il y allait avoir quelque chose comme ça. Les New Day devaient conserver à mon sens. Mais il devait y avoir quelque chose à controverse, on va dire, et la disqualification, pardon, je vais y arriver, s'y prête bien en fait. Je l'avais dit dans les commentaires de ma vidéo pronostic. Donc pour moi, c'est quelque chose, oui, une disqualification, mais c'est justifié pour moi, donc c'est normal. Le problème dans ce match-là, il y en a deux, c'est qu'il y a beaucoup trop de botch. Et encore une fois, le match est trop court. C'est pour ça que ça baisse la note à 7,5 sur 10. Mais je trouve que je suis quand même pas mal généreux. Et enfin, le main event, Sasha Banks défendait son titre féminin de Raw contre Charlotte Flair dans le premier Hell in a Cell match féminin de l'histoire et le troisième Hell in a Cell match de la soirée. Et j'ai marqué que le match était moyen pour une première. Vraiment, j'ai pas aimé. L'avant-match est excellent, ça c'est sûr. Mais malheureusement, il y a pas mal de botch dans le match principal. Notamment celui de la table qui se casse alors que Charlotte tombe à peine dessus. Enfin voilà, là c'est faute à malchance. À la malchance on va dire, mais Sasha Banks, et je la pointe du doigt, Charlotte le fait aussi, mais Sasha Banks botche beaucoup trop. Est-ce que Sasha Banks est faite pour être championne? Elle est très douée, mais elle botche beaucoup. On va dire qu'elle fait beaucoup de bonnes prises, mais elle botche tout autant et c'est ce qui est dommage. Le match est pas ouf, hein. Franchement le match est pas du tout ouf. Et on peut aussi parler du finish. Pourquoi ne pas porter une powerbomb sur Sasha Banks sur la table des commentateurs, tout comme dans l'avant-match. Vraiment, on a l'avant-match qui est super bon. On se dit, ça va nous faire comme une Daniel Bryan à WrestleMania 30. C'est très très bon. Et puis dès que le match commence, on sent comme si le selling était programmé, que Sasha Banks n'est pas en forme. Très clairement, c'est ce que j'ai ressenti. Peut-être qu'elle était réellement blessée. D'ailleurs, ça, j'en sais rien. Et puis la fin du match, comme je l'ai dit, Charlotte remporte le match sur un finish qui est pour moi bâclé. On le sent, hein, on dirait qu'elles sont totalement paumées avec les objets, comme si elles ne savaient pas quoi en faire. Et puis la preuve, c'est que Charlotte finit sur un Natural Selection, donc sa prise de finition. Et il y a une table qui n'est même pas cassée juste à côté. Vraiment, j'ai un goût d'inachevé. Vraiment, pour ce match-là, pour moi, c'est dommage. Et même le public ne comprend pas, lui qui a été distancé après le botch. Il n'était plus là après le botch de la table qui s'est cassé au milieu de match. Vraiment, c'est vraiment très très dommage d'arriver à un match comme ça, qui partait pourtant bien. Voilà, j'ai hâte de voir la suite. J'ai mis quand même la note de 5 sur 10.
peut-être beaucoup de personnes auront mis moins. J'ai mis pile la moitié. Parce qu'il y avait des bonnes choses à faire, mais c'est dommage parce que pour moi c'est bâclé, c'est mauvais. Voilà, je le dis, c'est mauvais. Et j'ai une question pour vous en cette fin de vidéo. Est-ce que Banks est encore crédible pour le titre féminin de Raw? Et est-ce que même elle est crédible pour la rivalité principale féminine de Raw? J'en suis pas sûr. Pour moi, on verra peut-être qu'elle était blessée et que les gens, enfin vous viendrez me le dire, et que ça justifiera son catch pour Hell in a Cell 2016. Mais pour moi, je suis pas satisfait, c'est pour ça que j'ai mis la note de 5 sur 10. Voilà, donc si on fait la moyenne de tous ces matchs, on arrive à la note de 6,2 sur 10, qui est clairement le plus mauvais pay-per-view de l'année, qui est proche de SummerSlam 2016, mais ces deux-là sont clairement deux fausses notes pour moi dans l'année. Voilà, à voir par la suite. Le prochain pay-per-view exclusif d'Euro, il n'y en aura plus qu'un dans l'année 2016. Je crois que c'est Roadblock. Donc à voir par la suite, vraiment à voir. Pour moi, c'est le plus mauvais pay-per-view de l'année. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vous aussi. Est-ce que vous êtes autant critique que moi? 6,2 sur 10, c'est quand même une note très sévère que je mets. Hein. Pour moi, il n'y a que 3 pay-per-view qui sont pires, et c'est des pay-per-view 2007 qui étaient à 6 et 5,6, mais il n'y a pas pire pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, de mes critiques également. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 61, je crois, sur Survivor Series 2007. En attendant, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à vraiment me faire un maximum de retours dans les commentaires. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.